Dans ce grand angle, on vous l'a dit, un sujet absolument insoutenable, la maltraitance des enfants. Le gouvernement a dévoilé il y a quelques jours un plan de lutte contre la maltraitance difficile à recenser. On en parlera bien plus en détail dans quelques minutes. Le dernier cas de maltraitance dont on a beaucoup parlé dans les médias, le drame du petit Yanis, 5 ans, qui a succombé à une sanction punition. Le récit d'Andrea Benisti. Il a perdu la vie à cause d'un pipi au lit. Yanis, 5 ans, a été retrouvé inerte à proximité d'un canal à Aire-sur-la-Lys, dans le Pas-de-Calais. Le petit garçon est découvert par les services de secours à 200 mètres d'un cabanon appartenant à ses parents, avec, pour seul vêtement, un caleçon mouillé et une paire de chaussettes. Très vite, les parents inconnus des services de police sont interpellés et auditionnés par les inspecteurs. Les causes du décès du garçonnet se précisent. Il s'agit d'une sanction punition consistant à faire courir l'enfant dehors en pleine nuit parce qu'il avait uriné au lit. C'est le beau-père qui a appelé les gendarmes en leur signalant que le petit garçon était inconscient. Arrivés sur les lieux du drame, les gendarmes remarquent que l'enfant présente une fracture au nez. L'autopsie réalisée par la suite révèle des traces de coups antérieurs à l'arrêt cardiovasculaire de l'enfant. Ce qui est certain, c'est que le beau-père a violemment frappé l'enfant qui porte des traces de coups au visage. L'enquête devrait déterminer si la jeune victime est morte de froid, d'une chute ou de maltraitance. Yanis est l'un des nombreux exemples de maltraitance infantile en France. Un phénomène difficile à chiffrer qui pourtant tue 2 enfants par jour suite à des violences infligées par les adultes. Et contre ce fléau social et familial encore mal connu en France, eh bien, la ministre des Familles, Laurence Rossignol, a dévoilé cette semaine, c'était le mercredi 1er mars, une série de mesures pour mieux repérer et prévenir les cas de maltraitance. Julie Beau, bonjour. Bonjour, oui Valérie. Sortir les violences faites aux enfants de l'invisible et de l'indicible, tel est l'objectif de la ministre des Familles qui vient de présenter le tout premier plan interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants. Ce programme conçu pour 3 ans qui s'articule autour de 4 objectifs bien précis. La première exigence est d'abord d'améliorer le niveau de connaissance en recensant les victimes de maltraitance, donc quantifier et comprendre les violences et en particulier les décès inexpliqués des nourrissons. Bon nombre d'entre eux seraient victimes d'homicides volontaires perpétrés par les parents eux-mêmes. Une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale estime le nombre de ces infanticides à 255 par an, un nombre invraisemblable selon la ministre qui souhaite que des chiffres plus proches de la réalité soient communiqués. Le deuxième objectif, former les professionnels en contact avec les enfants pour mieux détecter et signaler les cas de maltraitance d'enfants. Le plan prévoit qu'il y ait dans chaque hôpital un médecin référent spécialisé dans les violences qui servira d'interlocuteur aux soignants en cas de doute. Troisième objectif, sensibiliser et prévenir. Chacun d'entre nous doit oser en parler et partager aux autres, a insisté Laurence Rossignol, car on sait que la détection d'un cas de maltraitance permet d'activer le dispositif qui pourra extraire les enfants de leur milieu. Et quatrième et dernier objectif, accompagner les enfants victimes. Le plan souhaite mieux accueillir la parole des victimes en développant des unités d'accueil médico-judiciaire et l'accès à l'information pour les victimes. En tout cas, depuis le début de l'année, 9 enfants ont trouvé la mort suite à des violences infligées par leurs parents ou beaux-parents. Des cas qui ont été évidemment relayés par les médias, mais malheureusement, beaucoup d'enfants vivent des histoires tragiques, Julie, sans que personne ne le sache. Malheureusement, Valérie, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, selon les statistiques réalisées par les collaborateurs du 119, le numéro d'appel d'urgence enfants en danger, et je rappelle qu'il est gratuit. On apprend que la majorité des appels passés concernent les violences psychologiques. Près de 40% des appels sont dus à des humiliations verbales répétées, à une marginalisation et à une dévalorisation systématique. 24% des appels passés concernent des violences physiques, 6,4% des appels concernent des violences sexuelles et le reste concerne des négligences lourdes envers l'enfant et ses besoins ou encore des conditions d'éducation compromises. Alors, le 119 serait 3 fois plus sollicité qu'il y a 25 ans et dans presque 90% des cas que traite ce numéro d'appel, eh bien, l'origine du danger se situerait à l'intérieur de la sphère familiale. Alors, l'obstacle principal auquel se heurte aujourd'hui l'identification des violences faites aux enfants, c'est le manque de données, car si le 119 signale 47 000 enfants chaque année, eh bien, les statistiques officielles manquent cruellement. C'est pourquoi la première exigence de ce plan d'action consiste à augmenter la connaissance des violences et approfondir les analyses en cas de mort.
Oui, beaucoup d'émotions, Julie, pour parler de ce thème. À vos côtés, Joël Lévy. Joël Lévy, bonjour. Vous êtes psychologue, vous pratiquez ici en Israël et aussi en France. Vous avez beaucoup travaillé sur la maltraitance des enfants. Alors, on a froid dans le dos, mais on est aussi très en colère. Qui sont ces parents qui maltraitent leurs enfants? Alors, ce ne sont pas des parents spécifiques. Alors, on sait que la maltraitance n'est pas tributaire du niveau socio-économique. Ça, c'est un leurre auquel on a très longtemps adhéré, en pensant qu'il ne s'agissait que des familles qui étaient dans la précarité, qui allaient être débordées par la tâche et par le travail. Absolument pas. La maltraitance, qu'elle soit morale, physique ou sexuelle, va toucher des parents, alors pas lambda, mais on ne peut pas les voir à l'œil nu comme ça. D'où la difficulté d'évaluer. Qu'est-ce que vous voulez dire par pas lambda? Il y a un profil? Alors, il y a un cahier des charges? Absolument. Pour beaucoup de situations, ce sont des parents qui eux-mêmes ont été maltraités enfants et pour qui la maltraitance à enfants est banalisée. Autrement dit, c'est presque comme ça qu'on aime son enfant. On le voyait dans le reportage, ça peut s'avérer être, en tout cas avoir la représentation d'une punition. Or, certaines punitions sont infligées et sont maltraitantes, sont très insidieuses parce qu'elles sont humiliantes et qu'elles dénigrent et qu'elles négligent les besoins de l'enfant, les besoins fondamentaux. Justement, parlons-en. Quelles sont les différentes sortes de maltraitance, Joël? Alors, il y a les maltraitances évidentes, patentes, les coups, les blessures. Alors, elles sont moins importantes que les autres formes de maltraitance, qui sont des maltraitances morales, sous forme d'humiliation. Et puis, la majeure partie des maltraitances sont ce qu'on appelle des négligences à enfants, c'est-à-dire le non-respect de leurs besoins fondamentaux, y compris le besoin de présence, le besoin de reconnaissance, d'écoute. Alors, ce sont des enfants qui vont être élevés dans cette habitude qu'on leur donne à ne pas être des sujets reconnus et respectables. Y a-t-il des sujets d'alerte? Oui. On les connaît, ces signes aujourd'hui. D'abord des enfants dans une extrême agitation. Il y a un décrochage avec la scolarité. Il y a des enfants qui vont être dans l'incapacité de se concentrer. Le pleur de l'enfant quand ils sont petits. Des enfants qui ont le regard fuyant. C'est pour ça que dans certaines consultations spécifiques, on a décidé de filmer l'enfant plutôt que de lui poser des questions frontales, de le filmer pendant qu'il joue. Je pense à la petite enfance où c'est le corps qui témoigne les maltraitances dont ils font l'objet, et puis la violence dont ils font eux-mêmes part auprès des autres enfants. On va maintenant se diriger vers l'Ouganda, où Dominique Ongwen est accusé de 70 crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il a été l'un des premiers membres de la LRA. Si certaines de ses victimes, qui étaient enfants à l'époque, se réjouissent de cette inculpation, eh bien, pour ses partisans, son jugement est absolument injuste. Dans sa région natale, eh bien, c'est dans le nord de l'Ouganda, l'affaire divise encore l'opinion publique. Regardez. Après 3 années à combattre avec l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda, Kenneth Kaunda a dû reconstruire sa vie de zéro. Enlevé à l'âge de 13 ans, cet ancien enfant soldat a pu obtenir l'amnistie en quittant les rangs. Il est heureux de voir Dominique Ongwen jugé. Ce sont des commandants comme Ongwen qui l'ont forcé à commettre des crimes terribles. Vous faites des choses pour sauver votre vie, parce que quand vous êtes dans ce genre de situation et que vous vous enfuyez, même vos amis vont vous tirer dessus. Vous voyez les gens être mangés comme des porcs. Tout le monde. Toutes ces personnes ont le cœur brisé. Et après, vous vous demandez, vais-je survivre ? Ongwen est accusé de 70 crimes de guerre et crimes contre l'humanité, parmi lesquels esclavagisme, viol, torture et enrôlement d'enfants soldats. Mais pour certains Ougandais, il ne devrait pas être jugé alors que d'autres ont été pardonnés. Un sentiment d'injustice que partage Lily, la sœur de Dominique Ongwen. Ce n'est pas juste que très peu des commandants de la LRA soient derrière les barreaux et que les responsables supérieurs puissent marcher dans la rue librement. Alors que dans la brousse, c'est eux qui ont formé les jeunes comme Dominique Ongwen. Ils ne sont pas poursuivis, ce n'est pas bien. Ici, à Goulou, victimes et bourreaux vivent ensemble. Mais retourner à une vie normale n'est pas chose facile pour ces anciens enfants soldats, écrasés par le poids de la culpabilité. C'est comme enseigner quelque chose à un enfant. Si vous lui expliquez quelque chose dès l'enfance, cela va rester imprimé en lui. Loin de Goulou, un tribunal international devra maintenant décider si une enfance perdue par la violence peut justifier les crimes d'un adulte.
Alors on a parlé de la France, on a parlé de l'Afrique, mais pas seulement. La maltraitance infantile est un fléau mondial. Entre 500 millions et 1,5 milliard d'enfants sont soumis chaque année dans le monde à la violence et à la maltraitance. Sarah Jamy, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, Valérie, c'est un problème qui ne date pas d'hier, puisqu'un quart des adultes d'aujourd'hui et donc des enfants d'hier déclarent avoir subi des violences au cours de leur enfance, que ce soit des violences physiques, morales ou sexuelles, des chiffres édifiants qu'on ne peut ignorer. Aucun pays du monde ne fait exception, Valérie, mais l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud restent les 3 continents où les enfants sont les plus exposés. Globalement, cela coïncide avec cette carte qui va s'afficher sur vos écrans, qui établit là où sont respectés le droit des enfants et où ils ne le sont pas. Le droit de l'enfant, c'est entre autres avoir le droit d'aller à l'école, de ne pas travailler, donc d'être physiquement bien traité et de vivre une vie d'enfant sans qu'elle ne soit entachée par un abus sexuel ou un mariage précoce. En noir, en rouge et en orange, ce sont les mauvais élèves. On remarque que ce sont souvent des pays très pauvres, en majorité musulmans ou en zone de conflit. Mais quel type de maltraitance ont lieu dans ces pays, Sarah ? Dans ces pays, toute forme de violence existe. Ce sont des violences dans leur globalité, abus sexuels, exploitation des enfants dans le monde du travail, mariage forcé. Il n'y a pas de classement précis des pays les plus exposés à la maltraitance en raison du manque de transparence de certains pays qui donnent des chiffres parfois flous ou alors qui n'en donnent pas du tout. Sachez par exemple qu'en Afghanistan, 20% des enfants sont obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Ils sont porteurs d'eau, rabatteurs. Au Brésil, en plus du commerce du sexe, les narcotrafiquants qui règnent dans les favelas utilisent les enfants pour servir de messagers entre dealers, ceux qui les exposent de facto dès leur plus jeune âge avec le milieu des gangs. Allez-y, oui. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est y a-t-il un moyen d'éradiquer cette maltraitance ? Alors, on n'a pas encore trouvé de solution pour éradiquer cette maltraitance. Ce qu'on sait, c'est que les grandes ONG, comme par exemple l'UNICEF, misent sur l'accès à l'éducation pour permettre à ces enfants de sortir de la pauvreté, ou en tout cas de permettre à leurs propres enfants de sortir de la pauvreté. Ils utilisent ces ONG aussi des personnalités connues pour sensibiliser justement le monde entier à ces questions de l'enfance. On a notamment vu dernièrement un spot de David Beckham, on va le regarder tout de suite, un spot où il se donne vraiment corps et âme, c'est le cas de le dire, et il utilise ses tatouages pour raconter une histoire. Regardez. Violence marks forever. Violence against children marks them forever. It's wrong. End it. Alors on parle de maltraitance, j'ai envie de dire globalisé, mais est-ce qu'il n'y a pas des pays où c'est mieux que d'autres ? Oui, il y a quelques bons élèves dans le monde entier. Il y a notamment les Suédois. Ils ont été les premiers, les Suédois, à abolir la fessée. C'était il y a 30 ans, alors qu'en France, c'est très très récent. Les Suédois sont très à cheval sur l'enfance et son respect. On parle même là-bas d'enfants rois et de parents dépassés. Mais évidemment, tout est une question de statistiques. Ça ne veut pas dire que dans ces pays, la maltraitance infantile n'existe pas. En France, on a parlé il y a quelques années de l'affaire des bébés congelés ou encore du petit Bastien mort noyé dans une machine à laver dans lequel son beau-père l'avait enfermé. Et pourtant, la France fait partie des bons élèves. Alors, Joël Lévy, on a parlé de ce plan de la ministre de la Famille en France, Laurence Rossignol. On a parlé de cette pub de David Beckham. Est-ce que ça va faire évoluer les choses ? Ça ne va pas suffire, mais de fait, il va falloir continuer encore. Il me semble qu'en France, notamment pour avoir travaillé longtemps dans le domaine de la maltraitance, quelque chose doit être perfectionné. C'est effectivement la connaissance et la compréhension de ces phénomènes par les adultes qui sont en présence
formation confondue des enfants. Et puis, il y a une autre dimension qui est très choquante, mais qu'il va falloir intégrer, c'est qu'on ne peut pas s'occuper d'un enfant maltraité sans prendre en charge le parent maltraitant. Tant qu'on n'abordera pas ces deux dimensions, l'enfant est en conflit de loyauté. C'est son parent, et même s'il est maltraitant, c'est sa mère, c'est son père. Quand on ne prend pas en charge le parent, qu'on n'aide pas aux soins, l'enfant ne peut pas s'autoriser à dire ce qu'il a subi et à dépasser ce traumatisme. Donc c'est quelque chose qui heurte les consciences, qui nous heurte à nous, adultes, parents. Quand on va bien, on n'est pas maltraitant. Et du coup, on passe à côté de ça, et les pouvoirs publics, depuis des années, n'arrivent pas à ce stade-là à prendre en charge, prendre en compte la souffrance du parent maltraitant. Merci mesdames d'avoir été avec moi sur ce thème difficile. Je vous propose une autre histoire tout aussi insoutenable. Ça se passe en Birmanie où la maltraitance est répandue envers les jeunes domestiques. Une petite Birmane de 14 ans à peine, figurez-vous, a été ébouillantée après avoir été accusée par sa patronne d'avoir volé 2 oranges. Une séance de torture punie par la justice. Sarah Jamy. Grièvement brûlé, Kim Kin-chun, 14 ans, a été hospitalisé et recueilli par une ONG. Sa patronne, une veuve de 40 ans, est actuellement en procès pour maltraitance. Ma patronne a pris une bouteille et a versé le contenu sur le côté gauche de mon corps. Elle m'a dit de dire la vérité. Quand j'ai répondu que je n'avais pas volé d'orange, elle m'a battue. Quand j'ai crié que je brûlais, elle m'a frappé sur la tête. Il y avait beaucoup de sang. Ils ont demandé à ma petite sœur de frotter mes blessures avec de la poudre de piment, du GMS et du vinaigre. Ma peau s'est ouverte à cause du vinaigre. Cela faisait 3 ans que l'adolescente travaillait dans une boutique de traiteur. Envoyée à l'âge de 11 ans comme domestique par son père qui avait besoin d'argent pour régler des factures médicales, Kim Kin-chun a ensuite été rejointe par sa sœur cadette. Au départ, elle était payée 30 000 kyats, soit environ 21 € par mois, pour plus de 17 heures de travail par jour. Mais les paiements ont cessé après la mort du père. Et petit à petit, les premiers coups sont arrivés. Accusée par la patronne d'avoir volé 2 oranges, elle a été ébouillantée. Ce sont les brûlures qui ont convaincu sa tante de porter plainte. Les employeurs leur ont fait ça parce que les filles étaient pauvres. Ils devraient faire preuve de compassion, les traiter comme leurs propres enfants. Quand j'ai vu les blessures, j'étais désolée et aussi en colère. C'est pour ça que j'ai ouvert l'affaire. Comme elle, des dizaines de milliers d'enfants travaillent et sont souvent exploités en Birmanie. La lutte contre ce fléau est un défi majeur pour le gouvernement démocratiquement élu, emmené par la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, au pouvoir depuis quasiment une année. L'an passé, le pays avait été choqué par le cas de 2 adolescentes séquestrées et battues pendant 5 ans chez un tailleur de Rangoon. Leur histoire avait poussé le président à ordonner une enquête, mais pour l'instant, aucune mesure concrète n'a été prise.